Bonjour, bonsoir à tous, ici To toujours et je suis toujours en très bonne compagnie, en excellente compagnie, en compagnie parfaite finalement, de Guéric et Waiki. Comment vous allez? Oh, Ça c'est va, très ça bien. va. Très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième résumé, le résumé du troisième jour de Society Game BGZ. Il y a eu pas mal de choses. Enfin, c'est une petite journée, il n'y a eu qu'une seule épreuve, mais il y a eu pas mal de choses au programme. On a un blacklist, on a des twists, on a une épreuve très particulière et enfin une élimination du jour. On va commencer de suite par le vote blacklist. On s'était laissé sur le dernier résumé avec Jidawe du coup qui avait remporté la victoire pour son équipe, enfin son équipe qui avait remporté la victoire pour elle, hein, parce que c'est de l'anarchie, c'est comme ça que ça fonctionne, et qui donc devait mettre un vote blacklist sur l'un des joueurs. On se rappelle que Wilson avait déjà un vote blacklist. Qu'est-ce qui s'est passé, Waiki, sur ce blacklist? Sur qui elle l'a mis? Alors, sur ce blacklist-là, après des heures de réflexion, il s'avère que Jida a décidé de mettre un deuxième vote contre Wilson, ce qui l'élimine par conséquent. Ce choix, il s'explique tant d'un point de vue skill qu'un point de vue strat. D'un point de vue skill, parce que Wilson et elle partageaient à peu près les mêmes compétences. Or, un Wilson dans le jeu avec une Jida qui est l'équivalent d'un Wilson, pas vraiment possible quand tu sais qu'il y a que 3 places en finale. Et d'un point de vue strat, c'est Wilson qui comptait, qui était sur le point de faire une révolution. Il avait les alliés pour Machu Picchu, Dimor, par exemple. Et ces alliés sont aussi ceux avec qui Jida envisage le F3. Donc tous les deux avec des mêmes compétences, avec le même F3, ce qui au final explique parfaitement la décision de Jida de vouloir garder le pouvoir, puisque le temps que le leader est présent, elle peut pas être immunisée, enfin elle peut pas être éliminée. Or l'immunité en ce moment, je pense qu'elle en a plus que besoin. Et c'est une place en F3, c'est une meilleure place vis-à-vis de ses alliés, enfin de leurs alliés. Un peu déçu pour Wilson qui avait les mêmes, plus de potentiel, Il avait, plus il de avait, il volonté avait, de du, il mouvement avait au de, final. bah, il avait du bagou aussi pour récupérer un petit Ouais. peu ses alliances. Il avait cet avantage aussi qui lui permettait de lancer une Oui, révolution en oui, claquant des doigts. Et là, du coup, il est sorti avec l'avantage du coup. oui, oui, c'est une sécurité en plus. Donc personne n'était vraiment au courant qu'il avait l'avantage. Jida l'a appris après avoir annoncé son blacklist. Mais c'est vraiment un bon move d'un point de vue strat pour Jida, histoire de sécuriser sa position. Même si Wilson était un des gros favoris au niveau des dynamiques qu'il pouvait apporter, la vie est injuste et Jida a décidé de l'éliminer lui plutôt que de mettre plutôt que mettre un premier vote blacklist sur une autre personne. Très C'est bien. ça. Donc ça Ça, redistribue les cartes et le jeu d'alliance dans Mahjong, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Au niveau des élections, du coup, j'imagine pas de révolution en Mahjong, c'est toujours Jida la leader. Ça, a C'est priori, toujours ça n'a pas Jida la changé. leader, exactement. En Obdong, qui a été élu pour le quatrième tour? Alors, Nobdong, c'était très important parce qu'avec la situation de 3-3, Falcon aurait pu se créer un trio important avec deux alliés et gagner le duel de 3-3 si duel il y avait. Mais on a eu une équipe soudée toujours autour de leur vrai leader, c'est-à-dire Svalkensen qui a récupéré sans problème le titre de leader actuellement. Titre D'accord. très important pour la suite d'ailleurs. Très bien, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais Svalkensen leader face à Jidawe pour cette quatrième épreuve. Mais avant l'épreuve, vous nous avez réservé un petit quelque chose, un petit twist. Qui souhaite en parler? Peut-être Guéric d'abord? Allez, je vais en Oui, parler. je peux faire, ouais. Alors, je vais en parler. C'est un twist qui on n'a pas inventé, mais c'est un twist qui consiste à swap un membre de chaque équipe. Si jamais on a des volontaires, c'est le leader qui choisit le volontaire.
Et si jamais on n'a pas de volontaire, c'est aussi le leader qui doit choisir la personne à envoyer. Décision assez difficile du côté Nobdong, puisque on n'avait aucun volontaire, et du coup, Svalkensen et Maté se sont isolés pour prendre la décision. Ils ont beaucoup réfléchi. Le nom qui sortait le plus, c'était le nom de Liwix, jusque dans les derniers instants. C'était entre Liwix et Gwynix à se jouer. Liwix étant celui qui a le moins performé sur des épreuves, mais au dernier moment, au final, c'est le nom de Gwynny qui va tomber. Gwynny qui tombe puisque Svalkensen et Maté préfèrent conserver Liwix pour conserver du pouvoir. Ils ont peur, en cas de swap, de se retrouver en minorité, de perdre leur pouvoir et leur influence. Très bien. Donc Gwynny était pas nécessairement volontaire pour swap. Préférait rester chez les Nobdong. D'accord. Clairement pas. Ça se joue entre elle et Liwix, mais Liwix avec son trio qui le sauve pour la 3e fois d'ailleurs depuis le début. Commence à faire beaucoup. Très bien. Mais côté Nobdong, c'est fait. Vas-y, termine rapidement. Je disais, actuellement, l'objectif qu'ont Maté et Svalkensen avec Liwix, c'est de l'emmener le plus loin possible, mais de ne pas le prendre en F3. Donc, ils ont absolument pas en tête de le sauver à la fin. D'accord, ils ont besoin juste... ils gardent le vote, en fait. Ils gardent le vote sous le coude. Très bien. Et côté Madong, du coup, qui a été choisi ou qui s'est porté volontaire? Est-ce que déjà c'est volontaire ou c'est forcé? Au début, il n'y avait pas vraiment de volontaire. Un peu une situation un peu où pareil, tout le monde se sent bien au sein de l'équipe, des bons éléments, donc pas de grosse volonté de swap, mais Soragnac qui après, au niveau de la moitié du temps de réflexion nous indique qu'il décide de prendre sa revanche sur les mutineries et qui du coup décide de se porter volontaire au sein de l'équipe. Au début, personne ne le croyait vraiment, puis au final, comme il n'y a pas eu d'autres volontaires de la part de personne d'autre au final, donc c'est Soragnac qui est parti pas sans peine, mais qui semble pour l'instant s'être plutôt bien intégré au sein de l'équipe Madong. Nobdong, du coup. Très bien, d'accord. Donc, il est incorrigible. Celui-là, on rappelle, pour la petite histoire, Soragnac, il avait fait une mutinerie dans Survivor 10, je crois, Oui. qui s'était extraordinairement mal passé. C'était une catastrophe. Il s'était fait un stunt, le pauvre. Hein, mais après, il n'avait pas forcément de choix. Oui, vas-y. Il avait sa position et il avait une position plutôt bonne. Puis du jour au lendemain, il a dit non, je bouge. Et au final, c'est pas vraiment. Enfin bon, on va pas épiloguer, mais finalement dans les deux équipes, il était pas terrible, mais dans l'équipe dans laquelle il a atterri, c'était une catastrophe, quoi. Et là, du coup, apparemment en Nobdong, Guéry, est-ce que tu confirmes que ça pourrait, sans trop détailler, mais pourrait bien se passer avec Soragnac? Je pense qu'il était en très mauvaise position au niveau Madong et qu'il était très en danger, probablement le prochain nom à sortir, étant donné qu'il était ni dans le groupe de 4, ni avec les bonnes performances de Marie Meltou. Je pense qu'il était le prochain à sortir, donc il a bien fait. Il a moyen de se faire une nouvelle... une nouvelle vie. Une nouvelle vie finalement chez les Nobdong, surtout que il va arriver et il va plutôt bien s'en sortir. Je vais vous en donner des détails un petit peu après. Très bien. Donc premier gros twist de la saison, Soragnac qui part chez les Nobdong, Gwynny qui est envoyé chez les Madong. Première épreuve de la journée, j'allais dire première épreuve de la journée, mais c'est finalement la seule qu'il y a eu. C'était le Memory Survival. Est-ce que, Waiki, tu peux nous en parler un petit peu de l'épreuve? Alors, pour le Memory Survival, on avait envie de faire de faire travailler un petit peu collectivement les équipes et en même temps tout en conservant un peu cet aspect de confrontation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé chaque équipe en deux. Un groupe qui devait s'occuper de questions et un groupe qui devait s'occuper de mémorisation. On leur posait une liste de questions allant de 3 à 5, dépendant de l'avancement de la partie. Et au fur et à mesure,
la personne qui trouvait le mot rajoutait ce mot en guise de charge supplémentaire à l'équipe d'en face. De boulet, oui. Par exemple, si Fenrir trouvait un mot, il le rajoutait en charge à Marimeltu, par exemple. D'accord, très bien. Donc le but, voilà, c'était d'un côté, on avait un groupe qui se chargeait de répondre à des questions, et un autre groupe, qu'est-ce qu'il faisait? Il répétait les mots, c'est ça? Le groupe de mémorisation devait répéter dans l'ordre des mots qui leur avaient été indiqués. Que chaque personne avait un mot à énoncer. Une fois que le mot était trouvé, le mot était attribué à une personne et ce mot devait être répété en suivant l'ordre prédéfini avant. Par exemple, au sein de Mahjong, les premiers mots c'était quetch, banane et pomme, par exemple, qu'ils étaient attribués à Machu Picchu, Mr. Clem et Jidawe. Ça devait d'abord être Machu Picchu qui donnait son mot, puis Marimeltu, puis Jidawe, et ensuite le mot rajouté par l'équipe d'en face devait être énuméré à la suite. D'accord, très bien. Évidemment, liste interdite, tout devait se faire à la mémoire, évidemment. Oui. Donc, à force, on est arrivé à combien de mots à peu près pour chaque personne, pour situer un petit peu, à mémoriser environ Une dizaine de mots par personne en général, je crois. Ça commence à faire, hein, c'est costaud, il faut les aligner rapidement. Qui s'en est sorti le mieux dans cette épreuve? Qui a fini par l'emporter? Guéric peut-être? Alors, au niveau Non, des c'est pas performances- Guéric, non mais je corrige, hein, c'est pas Guéric qui a gagné l'épreuve et qui a brillé, hein, évidemment, mais voilà, on parle des joueurs, s'il te plaît, concentre-toi. Oh. Au niveau du coup des performances, c'était une performance d'équipe, puisque au niveau mémoire, c'est Nobdong qui réussissent largement, étant donné qu'ils ont fait un sans faute, ils n'ont perdu aucun membre. Là où on peut parler d'une contre-performance pour Jidawe, qui était déjà en danger et qui fait une contre-performance puisqu'elle craque assez vite au niveau de ses mots. Elle respecte pas l'ordre de souvenir et du coup, ensuite, elle laisse ses alliés Machu et Marimeltu qui vont vite être submergés et plus que par la mémoire, c'est au niveau de la vitesse qu'ils vont plus réussir à tenir le coup. Pourquoi? Parce que ensuite, c'est au niveau des duellistes que la différence est faite. Le score final, c'est 19 points, 19 mots remportés par l'équipe Nobdong, donc 19 mots en plus à dire pour les mémoriseurs de l'équipe Mahjong. On a eu 19 à 12. Grosse performance de Fenrir qui fait 8, Soragnac et Lewix 6 et 5, donc une bonne performance complète. Du côté Mahjong, c'est Ellie qui parvient à tirer son épingle du jeu avec 6 mots, mais Dimor avec 4 mots et Gwynny surtout avec 2 mots font que au final on va avoir un gros avantage au niveau de l'équipe Nobdong finalement. Et Gwynny et Jida, si on doit retenir deux noms, c'est probablement eux qui ont eu le plus de mal dans cette épreuve, alors que Fenrir, mais surtout je dirais Svalkensen, je pense, qui a bien mené son groupe de 3, il les a bien motivés en tant que leader. Je pense que c'est les deux noms à retenir au niveau des bonnes performances de cette épreuve. Très bien, d'accord. Et donc, une victoire de Nobdong, donc un avantage pour eux. Et un conseil Mahjong, si je résume. On va passer un petit peu au jeu d'alliance pour terminer, enfin l'élimination. Ce que je vous propose, c'est on va d'abord commencer par Guéry avec les Nobdong, puisque eux n'ont pas eu de conseil, pour savoir un petit peu ce qui a été changé sans la présence de Gwynny, avec la présence de Soragnac. Est-ce que le duo Svalkensen-Maté est toujours aussi influent? Oui. Alors, il est clairement aussi influent. Maintenant, la dynamique est très intéressante. Ça va être par rapport à l'avantage qu'ils ont reçu. Puisque l'avantage qu'ils ont reçu leur permet de connaître à l'avance les règles d'une des 3 épreuves et de connaître les compétences nécessaires dans les 2 autres. Et c'est là que Soragnac va être très important. C'est que non seulement Soragnac fait une très bonne performance, 2e à égalité au niveau des duels, mais en plus de ça, il va leur révéler quels ont été les avantages obtenus par l'équipe en face. Donc ces avantages-là, ça va leur permettre à eux de choisir probablement la meilleure épreuve sur laquelle obtenir les règles à l'avance. Ils vont choisir d'obtenir les règles sur l'épreuve numéro 1, épreuve qui se joue avec des cartes. C'est une épreuve de draft. Donc les détails, on les expliquera un petit peu plus le jour de la finale. Bien sûr. Mais eux les connaissent déjà. C'est une épreuve de draft et donc ils vont pouvoir s'entraîner grâce à Soragnac. Soragnac qui du coup, même si je pense qu'il est toujours
en dessous au niveau des alliances, s'il arrive à bien performer au niveau des équipes et qu'il arrive à gagner encore quelques épreuves, le temps de bien social avec le reste de son équipe, il a peut-être une chance de s'en sortir. Il faudrait, dans l'idéal, qu'il garde un petit peu de l'information sous le coude au niveau des avantages, plutôt que de tout dévoiler d'un coup potentiellement pour Malheureusement, garder un peu son potentiel. Il l'a pas fait. Il a joué carte blanche. Il a joué carte blanche pour jouer l'honnêteté. Malheureusement pour lui, et c'est le dernier mot important sur l'équipe, malheureusement pour lui, il a reçu le vote blacklist de Svalkensen ce soir. Svalkensen qui préfère se garder une marge et une sécurité concernant Soranek qui vient d'arriver. D'accord, une sécurité, voilà, une future élimination, donc premier vote blacklist sur Soraniac. Côté Mahjong, Waiki, il y a eu une élimination, et donc du coup comme il n'y a plus Wilson, il n'y a plus que les 2 clés de la rébellion, tu nous rappelleras par qui elles sont possédées de mémoire, c'est Dimor et Ellie si je dis pas de bêtises. Dimor et Ellie, ah, oui. Exactement. Jidaway toujours en leader mais avec de mauvaises performances, Wilson éliminé, Gwynny qui a swap un peu contre sa volonté. Quels sont les jeux d'alliance et contre qui le vote s'est dirigé aujourd'hui? Alors, il y a toujours ce quatuor pour la finale, composé de Machu Picchu, Ellie, Jidaway et Dimor, qui hésite encore sur quelle personne prendre au final. Ce qu'on a eu aussi, c'est genre, par extension, une éviction quasiment totale de Mary Meltou sur la finale. Pour l'instant, il est inclus dans aucun groupe. Au niveau des dynamiques que ça apporte, l'élimination de Wilson, mis à part celle-là, c'est tout, une potentielle rébellion dans la soirée. C'est ce qu'on espère, du moins, histoire de bouger un petit peu tout ça. Parce que Jidaway, bien que leader, performe moins bien que les autres. On verra ce que ça donne ce soir. Mais beaucoup de contre-performances là où Mary Meltou performe mieux, mais moins social. Au final, Jidaway n'a toujours pas vraiment sa place d'assurer. Pour les dynamiques que ça apporte, étant donné qu'elle est un petit peu en danger et un petit peu stressée par la position qu'elle occupe, elle commence à douter de ses gardiens de clés. Ça aurait pu partir sur Dimor, de ce que j'ai compris dans le trio Jidaway, Machu Picchu, Ellie. Ça parlait de partir sur Dimor histoire que ce soit Machu qui récupère la clé. Dans le trio Dimor, Ellie, Jida, ça parlait d'éliminer Mary Meltou, histoire de justement laisser une seconde chance à Gwynny qui vient à peine d'arriver, lui laisser le temps de faire ses preuves. Et au final, c'est quand même Gwynny qui a été éliminée. Le choix s'explique par un manque de social, enfin pas un manque de social, mais un manque de temps plutôt. Ouais, tout à fait, elle vient d'arriver. De la part de Gwynny de s'intégrer au sein de son équipe et une volonté de garder Mary Meltou pour performer plus, même si rien n'est garanti actuellement. On espère éventuellement, histoire de bouger un petit peu ces mécaniques, une alliance de rébellion avec Machu, Dimor et Lee par exemple. Je pense que c'est les 3 qui sont le plus susceptibles de se révolter et de sécuriser le F3 final. Mais je m'avancerai peut-être en disant trop que je m'avancerai peut-être trop en disant que c'est acté et que ça se passera comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, mais ça semble être la dynamique qui s'est mise en marche. Parce que c'est vrai qu'en résumé, on a un quatuor qui dirige un petit peu les troupes avec Jidaway, Machu Picchu, Ellie et Dimor, mais finalement, c'est un groupe de 4, il y en a 3 qu'en finale. Bon, ils vont se dire, c'est pas Jidaway qui va décider, on la dégage et finalement on sera 3 quoi. Donc on attend juste le bon moment et puis c'est le scénario qui semble être le plus probable. Et en plus, du fait de ses contre-performances, ce sera presque une bonne chose quoi. Eh ben, à mon avis, en plus si elle perd actuellement, elle se débat, elle se bat, c'est une course d'endurance. Tant qu'elle conserve la tête du groupe Mahjong,
elle a ses chances, mais si jamais elle tombe, au vu de ses performances, j'ai peu d'espoir pour elle. Et éventuellement, c'est peut-être plus Marie Maltou qui aurait ses chances d'être prise, puis s'il continue un des joueurs du côté de Dimor, Eli et Machu commence à baisser en régime, mais pour le moment, ils sont très bons. Très bien. D'accord, eh bien, je pense qu'on a tout abordé, on a terminé, on a fait le point sur les alliances, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on attend éventuellement pour cette prochaine journée? Peut-être un réveil de Falcon. Alors Guéric d'abord, puis éventuellement Waiki. En quelques mots, hein, très rapidement. J'espère Falcon, mais surtout peut-être Fenrir qui prenne en main Falcon plus Oragnac. Je pense que ce serait intéressant de voir éventuellement le duo Mathis-Falkensen remis un petit peu en place. D'accord, très bien. Waiki, je dirais. De ton côté? Du mouvement, beaucoup de mouvement, parce que l'équipe Madong, c'est un peu une tyrannie de bisounours actuellement. Tout le monde s'aime bien, tout le monde s'aime bien, tout le monde veut continuer à jouer avec tout le monde, mais ça ne te convient pas, tu veux du sang, on l'a compris. On est dans un jeu de survie et pour l'instant le sang n'est peu, voire pas présent. Et beaucoup de disjoncteurs ont sauté, mais c'est des disjoncteurs qui semblaient soit obvious, soit le plus logique pour une personne. Là, il n'y a pas de... Ça manque de dynamique. D'accord. Ça sortira sur la suite, j'espère. Je le pense. Très bien, super. Eh bien écoutez, on verra ça très bientôt sur le prochain résumé, je l'espère. Guéric, Waiki, je vais vous laisser à nouveau à vos préparatifs pour ce soir. Écoutez, pour la prochaine soirée, écoutez, moi de mon côté je vous laisse. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour le prochain résumé. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance. Ciao ciao.